Je suis allé au restaurant de mon gendre, où il avait promis un travail à ma fille. Je suis resté pétrifié en entrant dans la cuisine. Ma fille finissait les restes des assiettes des clients. Mon gendre a ricané. Le travail n'est pas pour les mendiantes. Ma fille s'est mise à pleurer de honte. Je l'ai emmenée en silence dîner dans le meilleur restaurant de la ville, puis j'ai appelé mon frère. Il est temps de récupérer ta dette. Avant de commencer mon récit, je voudrais vous demander une petite faveur. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires de quelle ville vous m'écoutez. Je serai très heureuse de savoir où ma voix résonne. Et maintenant, installez-vous confortablement. Bonne écoute. Ce soir-là, le vent était mauvais, il transperçait jusqu'aux os, mais je ne sentais presque pas le froid. Dans la poche de mon manteau se trouvait une petite boîte en velours. À l'intérieur, une fine broche en or, héritée de ma grand-mère. C'était un cadeau pour ma Lilia. Aujourd'hui, c'était son jour. Enfin. Il y a 3 mois, mon gendre Marat avait convaincu Lilia de démissionner de la bibliothèque pour venir travailler dans son nouveau restaurant, l'Oie d'Or. Tu seras la directrice, disait-il, chantant comme un rossignol lors des dîners de famille. Tu seras le visage de l'établissement, Lilechka, marraine de la salle. Je ne le croyais pas à l'époque, et je ne le croyais pas maintenant. Mais Lilia, elle voulait tellement être utile, elle voulait tellement qu'il la regarde avec respect. Et voilà qu'hier, elle m'a appelé, sa voix tremblante d'excitation. Maman, viens demain. Je prends enfin mes fonctions. Je me suis arrêté devant l'entrée. L'enseigne, l'Oie d'Or, clignotait d'un néon bon marché. Une lettre était déjà grillée, et on pouvait lire « L'Oie d'Or ». Des basses d'une musique pop vulgaire s'échappaient des lourdes portes, me donnant instantanément mal à la tête. Ce n'était pas un endroit pour manger. C'était un endroit pour s'oublier et devenir sourd. J'ai poussé la porte. Une odeur qui aurait fait grimacer n'importe quel chef qui se respecte m'a frappé le nez, un mélange d'huile surchauffée, de parfum bon marché et de quelque chose de doucement putride, comme si les fruits du bar avaient commencé à fermenter. C'est complet. M'a lancé une jeune fille à l'entrée, sans même lever les yeux de son téléphone. Elle portait une robe fuchsia beaucoup trop courte et mâchait du chewing-gum de manière rythmée. Je viens voir Lilia Panina, ai-je dit calmement. Ma voix, habituée à commander dans les cuisines des meilleurs restaurants de la ville à l'époque soviétique, sonnait ferme malgré mon âge. C'est votre directrice. La jeune fille a pouffé de rire, daignant enfin me regarder. Ses yeux exprimaient un mépris non dissimulé pour mon modeste manteau gris et mon chapeau démodé. La directrice, a-t-elle ricané en échangeant un regard avec le garde. Oui, bien sûr. Cherchez votre directrice là où est sa place. Ses portes, au fond du couloir. Elle a pointé un doigt manucuré vers l'entrée de service. Mon cœur a raté un battement. Quelque chose n'allait pas. Mon intuition, affinée par des décennies de travail, celle qui vous fait sentir dans votre dos qu'une sauce est sur le point de tourner, hurlait en moi. Je suis passé devant l'hôtesse sans lui accorder de réponse. Le couloir était étroit, les murs peints d'un beige sale, écaillés par endroits. Le bruit de la musique s'estompait ici, laissant place au fracas de la vaisselle et au sifflement de la vapeur. J'ai poussé les portes battantes de la cuisine. Une vague de chaleur humide m'a submergé. Le chaos régnait. Des cuisiniers en veste sale se hurlaient dessus. Des épluchures jonchaient le sol. La haute aspirante vrombissait comme un avion au décollage, mais ne faisait manifestement pas son travail. Ce n'était pas une cuisine, c'était une porcherie. Je me suis figé, regardant autour de moi. Où est mon bureau? Où est Lilia en tailleur strict, vérifiant les comptes? Mon regard a glissé vers le coin le plus éloigné et le plus sombre de la pièce, vers la plonge. Là, au milieu de montagnes de vaisselle sale, de nuages de vapeur et d'éclaboussures d'eau grasse, se tenait une silhouette. Elle portait un tablier graisseux qui avait dû être blanc un jour, mais qui était maintenant gris de saleté incrustée. Ses cheveux, toujours si bien coiffés, pendaient en mèches collantes. C'était Lilia. Mais le plus effrayant n'était pas où elle se trouvait, mais ce qu'elle faisait. Elle ne me voyait pas. Elle était penchée sur une assiette qui venait d'être rapportée de la salle. Dans l'assiette, il restait une demi-portion de risotto aux champignons, froid, gluant, touché par une fourchette étrangère. Ma fille, ma fière et intelligente Lilia, ramassait ses restes avec une cuillère et les portait à sa bouche, à la hâte,
comme si elle craignait qu'on les lui enlève. Ses épaules tremblaient. Elle avalait, presque sans mâcher, s'étouffant de larmes et d'humiliation. Le monde a vacillé autour de moi. Ma poitrine est devenue si froide, comme si on y avait versé de l'azote liquide. Je ne pouvais plus respirer. L'image devant mes yeux s'est brouillée, mais je me suis forcé à me concentrer. L'odeur de ce risotto, du riz bon marché masqué par un arôme synthétique de truffe, m'a frappé le nez, me donnant la nausée. C'est bon, a retenti une voix forte et aboyante. Les portes de la cuisine se sont de nouveau ouvertes et Mara est entrée. Il était dans son élément, un costume noir chair qui tombait mal sur lui, le bouton supérieur de sa chemise déboutonné, les cheveux brillants de gel. Il traversait la cuisine comme le maître du monde, sans remarquer la saleté sous ses pieds. Les cuisiniers se sont tus, certains ont commencé à ricaner méchamment. Mara s'est approchée de la plonge où Lilia s'était figée. Elle a laissé tomber sa cuillère. Le bruit du métal sur le carrelage a résonné comme un coup de feu. Elle s'est recroquevillée, essayant de se faire plus petite, de disparaître, de se fondre dans le mur. Mara ne m'a même pas remarqué. Il ne regardait que sa femme, et ses yeux pétillaient d'un plaisir sadique. Elle avait faim, a-t-il annoncé à voix haute, s'adressant à ses cuisiniers comme s'il était sur scène. Mais ici, à l'Oie d'Or, on gagne son pain. Et comme elle a confondu les commandes à midi et a causé des pertes. Il a fait une pause théâtrale. Elle mange ce que les clients laissent. Le travail n'est pas pour les mendiantes, tout comme la nourriture fraîche. Qu'elle me remercie de la garder ici par pitié. Lilia a sangloté, se couvrant le visage avec ses coudes. Ce son, le son d'une personne brisée, a percé le bruit de la ventilation. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas de la fureur. La fureur, c'est chaud. C'est un cri, un scandale. Ce que je ressentais, c'était un calme absolument glacial. C'était l'état dans lequel on prend le couteau le plus aiguisé pour faire une seule coupe précise. J'ai fait un pas en avant. Mes talons ont claqué sur le sol mouillé. Mara s'est retournée brusquement. Le sourire a disparu de son visage, remplacé par une expression de surprise dégoûtée. Natalia Borisovna, a-t-il grimacé. Qu'est-ce que vous fichez ici? Vous venez voir comment votre fille déshonore mon nom? Je n'ai pas répondu. Je me suis approché de Lilia. Elle a levé les yeux vers moi, rouge, gonflé, plein d'une terreur animale. Elle avait peur que je la gronde, que je lui fasse honte aussi. J'ai pris en silence l'assiette de restes de risotto de ses doigts affaiblis. Elle était lourde, froide et collante. Je me suis tourné vers Mara, le regardant droit dans les yeux. Tu nourris ta femme avec ça, ai-je demandé doucement. Elle le mérite, a-t-il aboyé, essayant de reprendre le contrôle de la situation. C'est une incapable. Je l'ai recueillie. Je lui ai donné sa chance. J'ai desserré mes doigts. L'assiette est tombée et s'est brisée en 1000 morceaux avec un fracas assourdissant à ses pieds vernis. Des morceaux de risotto ont giclé sur son pantalon. Un silence de mort est tombé sur la cuisine. Même la hotte semblait s'être tue. Prépare-toi, ai-je dit à Lilia, sans élever la voix. Nous partons. Qu'est-ce que tu te permets, vieille sorcière, a crié Mara, reculant et époussetant son pantalon. Son visage est devenu pourpre. Tu sais combien coûte cette vaisselle? Je sais, ai-je coupé. De la camelote. Comme tout ici. J'ai pris Lilia par le coude. Elle était si légère, si épuisée, comme si on lui avait vidé toute sa vie. Je l'ai tirée vers la sortie. Si vous sortez par cette porte, nous a crié Mara dans le dos, sa voix partant dans les aigus, vous pouvez ne pas revenir. Vous êtes toutes les deux virées de ma vie. Vous entendez? Dégagez. Vous n'aurez pas un centime. Je ne me suis pas retourné. J'ai juste poussé les portes battantes devant moi, sortant ma fille de cet enfer. Nous sommes sortis dans la rue. L'air froid nous a frappé le visage, mais il semblait maintenant salvateur, pur. Lilia tremblait de tout son corps, se serrant contre moi et gémissant doucement. Je l'ai entourée de mes bras, sentant ses omoplates saillir sous le tissu fin de sa veste. C'est fini, ma fille. C'est fini, lui ai-je chuchoté. Mais mes pensées étaient déjà loin. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Mes doigts ont composé d'eux-mêmes un numéro que j'avais effacé de mon répertoire il y a 20 ans, mais qui était gravé dans ma mémoire pour toujours.
Les sonneries ont duré longtemps. 1, 2, 3. Je regardais l'enseigne clignotante de Louis-d'Or, et je sentais une vieille force oubliée monter en moi. Une force à laquelle j'avais renoncé pour une vie tranquille. À l'autre bout du fil, on a décroché. J'écoute. La voix était rauque, méfiante. Mon frère, Valentin. J'ai pris une grande inspiration. C'est moi, Valia. La pause n'a duré qu'une seconde, mais elle pesait une tonne. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas demandé si j'étais en bonne santé. Sa voix trahissait une peur mêlée à la soumission qu'il ne montrait que devant moi. C'est la police, Natacha, a-t-il demandé doucement. Ou tu as besoin d'aide? D'un autre genre. D'un autre genre, ai-je répondu, et j'ai raccroché sans attendre sa réaction. Le téléphone est retourné dans ma poche. À côté de moi, Lilia frissonnait encore, essayant d'essuyer son visage avec la manche de sa veste. Elle avait l'air d'une petite fille perdue, injustement punie. Allons-y, ai-je dit, lui serrant plus fort le coude. Où ça, maman? Elle a reniflé, essayant de planter ses pieds dans l'asphalte. À la maison. Je dois me changer. Mara a dit que je ressemblais à une femme de ménage. Il va me voir comme ça et... Mara est un imbécile. Les jeux interrompus sèchement, mais sans méchanceté. Et nous ne rentrons pas à la maison. Ce soir, tu dînes avec une reine. Je l'ai tiré vers la station de taxi. Lilia résistait. Ses yeux balayaient les alentours avec effroi. Maman, je n'ai pas d'argent, a-t-elle chuchoté lorsque nous sommes montés dans la voiture et que j'ai donné l'adresse de l'Impérial. Tu sais quels sont les prix là-bas? Ce n'est pas pour nous. Regarde-moi. Je pue la cuisine. Tais-toi. J'ai couvert sa paume glacée de la mienne. Tais-toi et respire. L'Impérial. Le plus ancien restaurant de la ville. Un bastion de tradition, où les nappes empesées craquent comme de la neige fraîche et où les serveurs se déplacent en silence, tels des fantômes. Autrefois, il y a 40 ans, c'était mon monde. Un monde que j'ai quitté pour sauver ma famille. Lorsque le taxi s'est arrêté devant les portes massives en chêne aux poignées dorées, Lilia s'est enfoncée dans son siège. Je n'irai pas, a-t-elle gémi. Maman, s'il te plaît, il y a des gens, ils vont me regarder. Je suis sorti de la voiture, j'ai fait le tour et j'ai ouvert sa portière. Sors, Lilia. Maintenant. Tu dois laver le goût de ces restes. Et tu dois le faire ici. Elle est sortie, courbée, cachant son visage dans son col. Nous sommes entrés dans le hall. Ça sentait le bois précieux, la cire et de subtiles notes de vanille. Le silence était dense. Respectueux. Une jeune hôtesse en robe noire stricte s'est avancée vers nous. Son regard a glissé sur le pull graisseux de Lilia, sur ses cheveux en désordre, et les sourcils de la jeune fille se sont haussés. Avez-vous une réservation, a-t-elle demandé d'un ton glacial, prenant déjà son souffle pour nous dire « Au revoir, nous avons un code vestimentaire ». Écarte-toi, Sveta, a retenti une voix douce mais autoritaire du fond de la salle. L'hôtesse s'est figée. Un homme grand et aux cheveux gris, vêtu d'un frac impeccable, s'approchait de nous. Lucas. Il avait vieilli, de profondes rides sillonnaient son visage, mais sa posture était restée la même, droite comme un i. Il ne se dirigeait pas vers des clients, il se dirigeait vers moi. Lilia s'est recroquevillée encore plus, s'attendant à être jetée dehors avec ignominie. Lucas s'est arrêté à un pas de moi et a incliné la tête dans une révérence respectueuse. Pas un signe de tête de service, mais une véritable révérence, celle que l'on réserve aux monarques ou aux grands maîtres. Chef Panina, a-t-il prononcé avec une telle chaleur que j'ai eu les larmes aux yeux. Combien d'hivers? L'hôtesse a ouvert la bouche, mais Lucas lui a fait signe de disparaître. Bonjour, Lucas, ai-je acquiescé, essayant de garder ma voix stable. Il nous faut une table. La meilleure. Et le silence, bien sûr, Natalia Borisovna. La table près de la cheminée est libre, comme au bon vieux temps. Il nous a personnellement conduites à travers la salle. Je voyais les têtes des clients se tourner, des hommes en costume cher, des dames en robe de soirée. Il regardait Lilia avec perplexité, mais en voyant le respect avec lequel le maître d'hôtel lui-même nous accompagnait, la perplexité a laissé place à la curiosité. Lilia marchait la tête baissée,
mais je la tenais si fermement par la main qu'elle ne pouvait pas s'échapper. On nous a installés dans de profonds fauteuils près du feu. Les reflets orangés dansaient sur la nappe. Apporte-nous un château Margaux, Lucas. Et pas besoin de menu. Fais-nous du veau à la sauce aux cerises. Tu sais comme j'aime ça. Ce sera fait, chef. Quand Lucas s'est éloigné, Lilia a enfin levé la tête. Des larmes perlaient dans ses yeux, mais la peur commençait à reculer, remplacée par le choc. Maman, a-t-elle chuchoté. Pourquoi t'a-t-il appelé comme ça? Chef Panina. Tu étais juste cuisinière dans une cantine. J'ai été beaucoup de choses, ma fille, ai-je répondu en dépliant ma serviette. Bois de l'eau et redresse le dos. Tu es la fille de Natalia Panina. Personne ici n'osera te regarder de travers. On nous a apporté le vin. J'ai forcé Lilia à boire un verre entier. L'alcool et la chaleur de la cheminée ont commencé à faire effet. Ses épaules se sont détendues. Ses tremblements ont cessé. Quand on a servi le veau, d'une tendreté exquise, fondant dans la bouche, elle a pris une première bouchée hésitante et s'est mise à pleurer. Silencieusement, sans un bruit. C'est bon, ai-je demandé, comme son mari l'avait fait une heure plus tôt, mais il n'y avait aucune moquerie dans ma voix. C'est de la vraie nourriture, a-t-elle sangloté. Maman, j'avais oublié le goût que ça avait. Mange. Tu as besoin de force. Pendant qu'elle mangeait, j'observais la salle. J'attendais, et j'ai eu ce que j'attendais. Une silhouette familière est apparue à l'entrée. Lilechka, reste assise une minute, ai-je dit en me levant. Je vais me repoudrer le nez. Je suis sorti dans le foyer, où se trouvaient des canapés moelleux pour l'attente. Là, assis, froissant nerveusement un chapeau entre ses mains, se trouvait Valentin, mon frère, l'homme qui contrôlait la moitié des licences de cette ville. Le cardinal gris, comme l'appelaient les journaux. En ce moment, il ne ressemblait pas à un cardinal, mais à un écolier pris en faute, convoqué chez le directeur. Son costume de soie coûteux semblait trop serré. Des perles de sueur perlaient sur son front. Il a sursauté en me voyant. Natacha. Il a fait un pas vers moi, mais s'est arrêté, rencontrant mon regard. Que s'est-il passé? Tu n'as pas appelé depuis l'enterrement de maman. Assieds-toi, ai-je dit. Nous nous sommes assis. Je n'ai pas perdu de temps en politesse. Tu te souviens de 1985, Valia, ai-je demandé, le regardant droit dans les yeux. Il a pâli. Sa pomme d'Adam a bougé. Natacha, pourquoi? Tu te souviens du déficit à l'entrepôt? Tu avais 20 ans. Tu avais perdu aux cartes et pioché dans la caisse de l'usine. Tu risquais la prison, la fin de tes études, la fin de ta carrière. Je me souviens, a-t-il murmuré, s'épongeant le front avec un mouchoir. Et j'ai pris ça sur moi, ai-je continué sans pitié. Négligence, détournement de fonds. On m'a retiré l'autorisation de travailler dans les restaurants de catégorie supérieure. On m'a viré de l'Institut de la nutrition. Je suis allé travailler à la cantine de l'usine pour que tu puisses finir tes études et devenir ce que tu es aujourd'hui, un grand homme. Il se taisait, fixant le sol. Je ne t'ai jamais rien demandé, Valia. J'ai vécu ma petite vie et je ne t'ai pas dérangé pendant que tu construisais la tienne, la grande. Mais aujourd'hui, il est temps de payer tes dettes. De quoi as-tu besoin? A-t-il demandé rapidement. De l'argent? Combien? Je te ferai un virement. Donne-moi juste le numéro de compte. Je n'ai pas besoin de ton argent sale. Je me suis penché plus près de lui. J'ai besoin que tu détruises l'oie d'or. Valentin a cligné des yeux. Le restaurant de ton gendre? Mais pourquoi? Vous êtes de la même famille. Il n'est plus de la famille. C'est un animal. Je veux que tu l'étouffes. Pas vite, lentement. Je veux qu'il sente les murs se refermer sur lui sans pouvoir respirer. Je veux que chaque jour commence pour lui par une nouvelle inspection. Pompiers, hygiène, impôts, inspection du travail. Lâche tous les chiens que tu as sur lui. Valentin s'est agité nerveusement. Natacha, ce n'est pas simple. Il a peut-être des relations, il paie des pots de vin. Valia, les jeux interrompus doucement. Si tu ne le fais pas, j'irai au bureau du procureur. Je ne leur parlerai pas de 1985.
Je leur parlerai de ces combines avec les appels d'offres pour les cantines scolaires, dont tu m'as parlé aux funérailles il y a 5 ans, quand tu avais trop bu de vodka. J'ai une bonne mémoire. Il s'est figé. La peur dans ses yeux est devenue animale. Il a compris que je ne plaisantais pas, d'accord, a-t-il expiré. D'accord, Natacha, je le ferai. Je vais voir ce que je peux faire tout de suite. Il a ouvert sa mallette de ses mains tremblantes et a commencé à fouiller dans ses papiers. J'ai ici par hasard un dossier sur l'immobilier de la ville. Je préparais un rapport pour le maire sur les propriétés à problème. Il a sorti un dossier et a commencé à le feuilleter. Voilà. Loi d'or. Le bâtiment appartient à la municipalité. Loyer préférentiel, bail à long terme. Il a parcouru les lignes des yeux et s'est soudainement figé. Un faible sourire prédateur de fonctionnaire qui a trouvé une faille est apparu sur son visage. Tiens, a-t-il marmonné en me tendant un document. Article 14.8. Le contrat de location peut être résilié unilatéralement en cas de violation par le locataire des normes de moralité et de bonnes mœurs, ainsi qu'en cas de plainte pour conditions insalubres, confirmées par des procès-verbaux. J'ai pris le papier. Cet article est ancien, encore de l'époque soviétique. D'habitude, personne ne le lit, a expliqué Valentin, s'animant. Mais il existe, et il est en vigueur. Si nous prouvons que c'est sale là-bas. Ce n'est pas simplement sale, Valia, ai-je dit en me levant. C'est une décharge. Demain matin, un inspecteur doit s'y rendre. Le plus méticuleux que tu es. Celui qui trouvera de la poussière même dans le vide. Ce sera fait. A acquiescé Valentin en s'épongeant le front. Demain à midi, son enfer commencera. J'ai hoché la tête et je suis retourné dans la salle, auprès de ma fille. Je serrais dans ma main la copie du contrat que mon frère m'avait donné. C'était le début, seulement le début. Le lendemain, à midi pile, l'enfer s'est effectivement déchaîné. Mais pas pour les pêcheurs aux enfers, mais pour Mara Danson, ou Adore. J'étais assise dans ma petite cuisine, me préparant un thé fort et regardant le téléphone posé sur la table. Lilia dormait dans ma chambre. Pour la première fois depuis des mois, elle dormait paisiblement, sans sursauter. J'avais mis son téléphone en silencieux la veille au soir, et maintenant l'écran s'illuminait silencieusement toutes les 5 minutes. Mon mari chéri. 10 appels manqués. 20. Valentin avait tenu parole. Il n'avait pas envoyé un simple inspecteur, il avait envoyé un commando en blouse blanche. Je connaissais cette race de gens. Ils n'entrent pas dans une cuisine pour dire bonjour, mais pour chercher. Et ils trouvent toujours. À 13h, mon téléphone a sonné. Un message de mon frère. Code jaune. Fermeture pour 24 heures pour mise en conformité. Officiel. J'ai à peine esquissé un sourire. Code jaune, ce n'est pas une simple amende. C'est un arrêt complet de l'activité. Ce sont des plaques de cuisson éteintes, des préparations jetées et un panneau, fermé, en plein milieu du service du midi. Pour un restaurant qui vit au jour le jour, c'est une catastrophe. Lilia est sortie de la chambre, se frottant les yeux endormis. Elle portait mon vieux t-shirt de maison, trop grand pour son corps amaigri. Maman, quelle heure est-il, a-t-elle marmonné. Oh mon Dieu, mon téléphone. Mara doit être fou furieux. Je devais ouvrir le service. Elle s'est précipitée vers la table, a attrapé son portable, et son visage est devenu blême. 50 appels manqués. Maman, il va me tuer. Il écrit. Elle a commencé à lire à voix haute. Sa voix tremblait. Où es-tu? L'inspection est là. Il ferme la cuisine. C'est ta mère qui les a envoyés? Je vais la poursuivre en justice. Réponds ou je viens démolir cette baraque. Elle n'a pas eu le temps de finir que l'on s'est mis à marteler la porte de mon appartement. Pas frapper, marteler, avec les poings et les pieds, si bien que le plâtre du chambranle s'est effrité. Ouvrez. Je sais que vous êtes là. Le hurlement de Mara s'entendait dans tout l'immeuble. Lilia s'est recroquevillée dans un coin de la cuisine, se bouchant les oreilles. N'ouvre pas, maman, s'il te plaît, il est fou furieux. J'ai calmement posé ma tasse sur la table, sorti un dictaphone de mon tiroir, un vieux modèle à cassette, mais fiable, j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement et je l'ai mis dans la poche de mon tablier. Reste ici, ai-je ordonné à ma fille.
Je me suis approché de la porte et je l'ai ouverte d'un coup. Mara se tenait sur le seuil, rouge, échevelé, les yeux fous. Il respirait lourdement, comme s'il avait couru tout le chemin. C'est toi. Il a pointé un doigt vers moi. Vieille sorcière, c'est ton œuvre? Bonjour, Mara, ai-je dit posément. Ne crie pas, tu vas réveiller les voisins. Il a fait irruption dans l'entrée, me bousculant de l'épaule. J'ai vacillé mais je suis resté debout. Où est-elle? Où est cette parasite? Il a aperçu Lilia, recroquevillée dans la cuisine, et s'est jeté sur elle. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Mon business s'effondre et toi, tu pionces ici. N'ose pas t'approcher d'elle. Ma voix était douce, mais elle contenait tellement d'acier que Mara s'est arrêtée. Il s'est retourné vers moi. Son visage s'est tordu dans une grimace de haine. Tu te crois la plus maligne? Tu m'as envoyé une inspection. Tu crois que je ne vais pas m'en sortir? Des inspecteurs comme ça, j'en mange au petit déjeuner. Je paierai qui il faut et demain, on rouvrira. Mais toi. Il a plongé la main dans la poche intérieure de sa veste, en a sorti une enveloppe et l'a jetée sur Lilia. L'enveloppe a heurté sa poitrine et est tombée par terre. Voilà. Étouffez-vous avec ça. C'est ton indemnité, mendiante. Prends tes centimes et dégage de ma vie. Je demande le divorce. Lilia regardait l'enveloppe sans bouger. Quelques billets en sont tombés, une somme dérisoire, même pas la moitié de son salaire mensuel. Tu traites ta femme de mendiante, ai-je demandé en faisant un pas vers lui. Une femme qui a travaillé pour toi gratuitement, qui a investi toutes ses économies dans ton restaurant. Mara a éclaté de rire. C'était un rire méchant, hystérique. Des économies? C'est 3 francs 6 sous? Ils ont été dépensés dès le premier mois de loyer. C'est un boulet. Il a pointé du doigt Lilia. Je ne la supportais que parce qu'elle était pratique. De la main-d'œuvre gratuite. Mais maintenant, c'est fini. Assez. Je n'ai pas besoin de partenaires comme ça. J'ai maintenant un vrai partenaire. Une femme avec de la classe, avec de l'argent, pas cette souris grise. Je me suis figé. Mon cœur a raté un battement, mais mon visage est resté impassible. Le voilà. Il avait vendu la mèche. Un partenaire? Ai-je répété, comme si je n'y croyais pas, tu as de l'argent pour un nouveau partenaire, mais pas pour payer tes cuisiniers. Ce ne sont pas tes oignons, a-t-il aboyé. J'ai tout prévu. On ouvre un nouvel endroit, un endroit d'élite. Loi, qu'elle brûle en enfer. Je vais en tirer tout ce que je peux et l'abandonner. Que Lilia se débrouille avec les dettes. Sa signature est sur le bail. Il a souri triomphalement, nous regardant. Il se sentait victorieux. Il pensait nous avoir humiliés, nous avoir écrasés. Il ne comprenait pas qu'il venait de signer son propre arrêt de mort en avouant une faillite intentionnelle, et que le dictaphone dans ma poche enregistrait chaque mot. Dégage, ai-je dit. Hors de ma maison. Avec plaisir. Il a craché par terre dans mon entrée. Pourrissez ici dans votre misère. Il est sorti en trombe, claquant la porte si fort que les vitres ont tremblé. Lilia a lentement glissé le long du mur jusqu'au sol, se couvrant le visage de ses mains. Elle ne pleurait pas. Elle était juste assise, abasourdie par sa cruauté. Je me suis approché d'elle, j'ai ramassé l'enveloppe avec l'argent et je l'ai posée sur la table. Lève-toi, Lilia. Maman, il a raison, a-t-elle chuchoté. Le bail est à mon nom. Si le restaurant ferme, les dettes me retomberont dessus. Je suis en faillite, j'irai en prison. Tu n'iras pas en prison. Je l'ai aidé à se relever et je l'ai assise sur une chaise. Je lui ai versé du thé. Bois. Je suis allé à la fenêtre. En bas, je voyais Mara monter dans sa voiture. Il a démarré en trombe, faisant crisser les pneus. Il était pressé. Où allait-il? Sauver le restaurant? Non. Il avait dit qu'il avait tout prévu. Il allait chez son nouveau partenaire. Et c'est là que j'ai compris. Code jaune. Fermeture pour 24 heures. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Valentin. Valia, ai-je dit rapidement dès qu'il a répondu. Vérifie le planning des événements de Loi d'Or pour aujourd'hui. C'est urgent. Une seconde, Natacha.
J'ai entendu le cliquetis des touches. Alors, ce soir, au banquet pour la mairie. Anniversaire de l'adjoint au maire. 50 personnes. Acompte de 100% versé. J'ai senti les coins de mes lèvres se relever. Maintenant, regarde les conditions du contrat avec la mairie. Que dit-il sur l'annulation de l'événement par la faute du prestataire moins de 24 heures à l'avance? La pause s'est prolongée. J'entendais Valentin feuilleter des papiers. Pénalité de 3 fois le montant de la commande, a-t-il sifflé. Plus des dommages et intérêts pour préjudice moral. Natacha, c'est une somme énorme. Il n'a pas ça sur ses comptes. J'ai vérifié ce matin. Je sais, ai-je dit. Il pensait pouvoir soudoyer l'inspecteur. Il ne s'attendait pas à ce que le restaurant soit fermé précisément aujourd'hui. Il a ruiné le banquet de la mairie, Valia. Il n'a pas seulement perdu de l'argent, il a craché au visage du pouvoir. S'il ne rembourse pas l'argent et ne paie pas la pénalité dans les 3 jours. La voix de Valentin est devenue dure, professionnelle, la mairie lancera une procédure de recouvrement forcé. Saisie des comptes. Saisie des biens. Exactement, ai-je confirmé. Mais il a dit qu'il avait un nouveau partenaire et qu'il prévoyait de laisser loi avec les dettes sur le dos de Lilia. Sur Lilia? A répété Valentin. Attends, si le bail est à son nom, alors la pénalité aussi. Non, les jeux interrompus. Le contrat de traiteur a été signé par lui en tant que directeur général de la SARL. Lilia n'est que la locataire des locaux en tant que personne physique. La pénalité de la mairie retombera sur la société de Mara. Mais il essaiera de sortir les actifs avant la saisie des comptes. Qu'est-ce que tu as en tête, a demandé mon frère. J'ai besoin de savoir qui est ce partenaire et où il emmène l'argent. Il vient de partir de chez moi. Très probablement pour aller la voir. Je ne peux pas le suivre, Natacha. Je ne suis pas détective privé. Tu n'en as pas besoin. Garde juste ses comptes sous surveillance. Et moi, je vais chercher le rat. J'ai raccroché. Lilia me regardait avec de grands yeux. Maman, que se passe-t-il? Quelle pénalité? Ton mari vient de se creuser sa propre tombe, ma fille. Ai-je dit en enlevant mon tablier et en enfilant mon manteau. Il a annulé un banquet pour des gens qu'il ne faut pas décevoir, et maintenant il a besoin d'argent. Beaucoup et rapidement. Il va aller voir sa maîtresse, et je vais le suivre. Je viens avec toi. Lilia a sursauté. Non, tu restes ici. Fais-toi une beauté. Lave-toi, trouve des vêtements normaux. Quand je reviendrai, tu ne dois pas avoir l'air d'une victime, mais d'une patronne. Je suis sorti de l'appartement. Le vent dehors s'était renforcé, mais j'avais chaud. La chasse avait commencé. Je me suis dirigé directement vers l'Oie d'Or. Le restaurant était sombre. Sur les portes, il y avait un ruban jaune vif avec le sceau du service d'hygiène et un papier, fermé. Jour de nettoyage. Mais je savais que l'entrée de service serait ouverte. Le personnel devait venir nettoyer la cuisine, même s'il n'était pas payé. Les gens espèrent toujours le meilleur. J'ai frappé à la porte de derrière d'une manière convenue. 2 coups courts, un long. C'était le code des fournisseurs. La porte s'est entr'ouverte et le sous-chef, un jeune homme nommé Anton, est apparu. Il avait l'air défait, les yeux rouges. Natalia Borisovna, s'est-il étonné en me laissant entrer. Et nous, on est là, enfin, vous savez. Mara a hurlé au téléphone il y a 1 heure, il a dit de tout récurer à l'eau de Javel. Il a dit que si on n'ouvrait pas demain, tout le monde serait viré sans indemnité. La cuisine empestait les produits chimiques, à en avoir les larmes aux yeux. Les cuisiniers frottaient mollement les murs et les équipements. L'atmosphère était funèbre. Où est Lilia? A demandé Anton doucement. Elle va bien? On a entendu comment il. Elle est en sécurité, ai-je répondu en passant devant lui. Je suis venu chercher ses affaires dans le bureau. Ah, oui, bien sûr. Le bureau est ouvert. Mara a tout retourné ce matin, il cherchait des documents, puis il est parti en courant. J'ai hoché la tête et je suis entré dans le minuscule réduit qui portait fièrement le nom de « bureau du directeur ». C'était le chaos. Des dossiers jonchaient le sol, les tiroirs du bureau étaient ouverts. Mara cherchait de l'argent ou quelque chose à vendre. Je me suis enfermé et je me suis approché du bureau.
l'ordinateur ne m'intéressait pas. Mara était trop paresseux pour tenir une double comptabilité sur Excel et trop paranoïaque pour faire confiance au cloud. C'était un homme de la vieille école, dans le pire sens du terme. Il notait tout, mais pas dans un fichier, dans son agenda en cuir, dont il ne se séparait jamais. Presque jamais. J'ai regardé autour de moi. Il n'était pas sur le bureau, ni dans les tiroirs. Je me suis agenouillé et j'ai regardé sous le bureau. Là, coincé derrière l'unité centrale de l'ordinateur, il était là, le gros agenda. Apparemment, Mara l'avait fait tomber dans sa hâte et ne l'avait pas remarqué. Je l'ai ouvert. Les pages étaient couvertes de son écriture large. Réunions, commandes, chiffres. J'ai feuilleté jusqu'aux dernières semaines. Et voilà. Entre les pages se trouvaient des chèques et des reçus. Service de décorateur d'intérieur, 300 000 roubles. Achat de mobilier italien, acompte, 500 000 roubles. Location de locaux rue Lénine, 5 à 200 000 roubles. Toutes les sommes étaient énormes. Et elles étaient toutes datées des jours où il disait à Lilia qu'il n'y avait même pas d'argent pour acheter des produits. Le bénéficiaire était toujours une certaine, Taya, ou, EILEB2VA TV. J'ai sorti un des reçus. Il y avait une adresse, rue Lénine, maison 5. C'est le centre-ville, un quartier chic. Le loyer y coûte un bras. J'ai caché l'agenda et les chèques dans mon sac. Anton. Ai-je crié en sortant du bureau. Si Mara demande, je n'ai rien pris. Je cherchais juste la tasse de Lilia. Compris, Natalia Borisovna. Muet comme une tombe. 20 minutes plus tard, j'étais dans la rue Lénine. La maison numéro 5 était un ancien hôtel particulier avec d'immenses vitrines au rez-de-chaussée. Auparavant, il y avait une boutique de fourrure. Maintenant, les vitrines étaient recouvertes de papier, mais à un endroit, le papier s'était décollé. Au-dessus de l'entrée, il y avait une nouvelle enseigne élégante, recouverte d'un film plastique. Mais le vent en soulevait le bord, et j'ai pu lire « Le signe de platine ». Je me suis approché de la fenêtre où il y avait une fente. La lumière était allumée à l'intérieur. La salle était presque prête. Canapé en cuir blanc, lustre en cristal, bar en onyx. Un luxe ostentatoire. Au centre de la salle se tenait Mara. Il riait. À côté de lui se trouvait une femme, grande, élancée, dans une robe moulante couleur sable. Taya. Elle tenait une coupe de champagne. Mara la tenait par la taille d'une main, et de l'autre, il montrait les lustres, se vantant manifestement. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris plusieurs photos à travers la vitre. Les visages étaient nets. Mara embrassant Taya, Mara levant son verre. Je les regardais, et le puzzle s'assemblait. Il ne se contentait pas de voler dans la caisse de loi. Il saignait systématiquement l'entreprise, transférant tous les fonds de roulement dans ce nouveau projet. Il ne payait pas les fournisseurs, économisait sur les produits, forçait sa femme à manger des restes, pour acheter ses lustres pour sa maîtresse avec l'argent économisé. Il prévoyait de mettre Loi d'Or en faillite. Lilia, en tant que locataire, se retrouverait avec les dettes envers la ville, les fournisseurs, le personnel, et lui, tout propre, ouvrirait le signe de platine au nom de cette Taya et vivrait heureux. J'allais partir quand j'ai remarqué que Mara sortait un dossier de sa mallette et le posait sur le bar. Taya s'est penché pour signer quelque chose, mais Mara l'a arrêté. Il a signé quelque chose lui-même, puis a sorti un tampon. J'ai zoomé avec mon appareil photo. Ce n'était pas le tampon de la SARL, c'était une signature personnelle. Que signe-t-il? Je me suis souvenu des papiers de l'agenda. Il y avait un autre document, plié en 4, que je n'avais pas eu le temps d'examiner dans le bureau. Je me suis retiré dans l'ombre d'une arcade et je l'ai sorti. C'était un contrat de prêt. Emprunteur, Safin Mara Rustamovitch. Garant, Panina Lilia Sergeyevna. Montant, 5 millions de roubles. Prêteur, investisseur privé Volkov EI. J'ai eu froid dans le dos. 5 millions. À des taux usuraires. Et la signature de Lilia dans la case, garant. J'ai passé mon doigt sur la signature de ma fille. Elle ressemblait beaucoup. Mais je connaissais l'écriture de Lilia. Sa lettre A était toujours arrondie, douce. Ici, la queue de la lettre était pointue, vive. C'était un faux. Mara avait falsifié la signature de sa femme pour contracter un prêt auprès d'un usurier.
Volkov et Ce nom m'était familier. En ville, on l'appelait « le loup ». Ce n'était pas une banque, c'était un gangster qui s'était légalisé sous le couvert d'un organisme de microfinance. Il n'allait pas au tribunal pour les retards de paiement. Il envoyait des gens avec des battes. Si Mara ne remboursait pas l'argent et il ne le rembourserait pas, parce que loi est fermée et le signe pas encore ouvert, Volkov viendrait voir le garant. Lilia. Mes mains se sont mises à trembler, mais je les ai immédiatement serrées en poing. La peur a laissé place à une détermination glaciale. La situation était pire que je ne le pensais. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de faillite. Il s'agissait de la vie de ma fille. J'ai de nouveau regardé les fenêtres du cygne de platine. Mara et Taya tourbillonnaient dans une danse lente sans musique. Ils célébraient. Ils pensaient avoir gagné la vie. J'ai rangé le contrat dans mon sac. Danse, Mara, ai-je chuchoté dans l'obscurité. Danse tant que tes jambes sont intactes. Je me suis retourné et je suis parti. Je devais voir Lilia de toute urgence. Je devais lui montrer la vérité, aussi terrible soit-elle. Et je devais de nouveau appeler Valentin. Mais cette fois, pas pour demander une inspection. Cette fois, j'avais besoin d'une arme plus sérieuse. En chemin, je suis entré dans un centre de photocopie ouvert 24h24 et j'ai fait des copies de tous les documents et photos. J'ai caché les originaux dans un endroit sûr, dans un casier de consignes à la gare. Avec des gens comme Volkov et Mara, on ne pouvait pas risquer les seules preuves. Quand je suis rentré à la maison, Lilia était assise sur le canapé, vêtue d'un jean propre et d'un pull. Elle s'était coiffée, mais son visage était gris. Maman, elle a sursauté en me voyant. Où étais-tu? As-tu appris quelque chose? Je suis entré en silence dans la pièce, je me suis assise à table et j'ai étalé devant elle tout ce que j'avais trouvé, les photos de Mara avec Taya, les reçus pour les meubles, enfin, le contrat de prêt avec la fausse signature. Assieds-toi, Lilia, ai-je dit. Et regarde bien. C'est le prix de ton amour aveugle. Elle a pris les photos, ses mains se sont mises à trembler. Puis elle a vu les chèques, et ensuite le contrat. 5 millions, a-t-elle chuchoté, et sa voix s'est brisée. Garant. Maman, je n'ai pas signé ça. Jamais. Je sais, ai-je dit. Il a falsifié ta signature. Il a pris de l'argent à des bandits et a mis la dette sur ton dos. Il va ouvrir un nouveau restaurant avec sa maîtresse, et toi, tu auras les collecteurs de dettes à tes trousses. Lilia a levé les yeux vers moi. Il n'y avait plus de peur en eux. Il n'y avait pas de larmes. Le même feu froid qui brûlait en moi s'allumait en elle. Il voulait me tuer, a-t-elle prononcé doucement. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Il ne m'a pas seulement quitté. Il voulait me détruire physiquement. Oui, ai-je répondu. Lilia a lentement posé le contrat sur la table. Elle s'est redressée. Son visage s'est durci, ses traits se sont aiguisés. À cet instant, elle me ressemblait. Que allons-nous faire, maman, a-t-elle demandé fermement. J'ai posé ma main sur le téléphone. Nous allons le laisser croire qu'il a gagné. Nous allons le laisser ouvrir son signe. Et ensuite, nous lui tirerons le tapis sous les pieds. J'ai composé le numéro de Valentin. Valia, ai-je dit quand il a répondu. Le plan change. Nous devons racheter la dette. Quelle dette? Je ne comprends pas, ma sœur. La dette de Mara envers Volkov. 5 millions. Trouve l'argent. Hypothèque mon appartement, ta datcha, n'importe quoi. Mais demain matin, ce billet à ordre doit être en notre possession. Tu es folle? Pourquoi aurions-nous besoin de ces dettes? Parce qu'il y a une clause dans le contrat, ai-je dit, me souvenant des petits caractères en bas de la page. En cas de non-paiement des intérêts, le créancier a le droit de saisir tout autre actif commercial du débiteur, y compris sa participation dans de nouvelles entreprises. Tu veux lui prendre son nouveau restaurant? La voix de Valentin tremblait d'admiration. Je veux tout lui prendre, ai-je répondu. Jusqu'à la dernière fourchette. Jusqu'à la dernière fourchette, ai-je répété. Un silence s'est installé au bout du fil. Valentin digérait l'ampleur de mon plan. Natacha? A-t-il finalement expiré? C'est génial. Mais Volkov est un homme dangereux. S'il apprend que c'est toi ou moi qui sommes derrière le rachat.
Il ne le saura pas, ai-je coupé. Utilise une société écran, celle que tu as utilisée pour les appels d'offres de paysagisme il y a 3 ans. Vecteur M, je crois qu'elle existe toujours. Elle existe, a ricané mon frère. Comment te souviens-tu de tels détails? Je me souviens de tout, Valia. Agis. Demain matin, le billet à ordre doit être chez moi. J'ai raccroché et j'ai regardé Lilia. Elle se tenait toujours près de la table, regardant les photos de son mari avec une autre femme. Mais maintenant, elle ne détournait pas le regard. Elle étudiait l'ennemi. Maman, a-t-elle dit d'une voix étonnamment calme. Je dois aller à Loi d'Or. Pourquoi? Les documents de location originaux sont dans le coffre-fort. Si Mara décide de s'enfuir, il pourrait essayer de les détruire pour tout me mettre sur le dos définitivement. Je dois les récupérer. J'ai hoché la tête. La petite fille grandissait sous mes yeux. Allons-y, nous sommes arrivés au restaurant la nuit tombée. Les rues étaient désertes, seul le vent faisait voler des bouts de journaux sur le trottoir. Le ruban jaune sur les portes avait déjà été arraché, probablement par un passant, mais le panneau, fermé, était toujours en place. Lilia a ouvert l'entrée de service avec sa clé. À l'intérieur, c'était calme et sombre, ça sentait l'air confiné et l'eau de javel. Nous sommes allés au bureau. Le coffre-fort était encastré dans le mur, derrière une vieille affiche de la carte des vins. Lilia a composé le code. La porte a cliqué et s'est ouverte. Vide. Il les a pris, a expiré Lilia, passant la main sur l'étagère métallique vide. Il a pris le contrat de location. Ne panique pas. J'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone et j'ai éclairé l'intérieur du coffre-fort. Regarde plus profondément. Tout au fond, coincé dans une fente, se trouvait une feuille de papier pliée. Apparemment, lorsque Mara avait vidé le contenu à la hâte, cette feuille s'était accrochée et était restée. Lilia l'a sortie et l'a dépliée. C'est une notification de la mairie. A-t-elle lu, concernant la résiliation du contrat de location des locaux en raison de la violation de la clause sur la moralité. Datée d'aujourd'hui. Elle a levé les yeux vers moi. Maman, la ville reprend les locaux. Tout de suite. Je lui ai pris le papier. En raison de la découverte de l'utilisation des locaux pour des activités liées à des prêts illégaux, de l'existence d'obligations de dette envers des personnes ayant un passé criminel. Ai-je lu à voix haute? Valentin avait travaillé plus vite que je ne le pensais. Il n'avait pas seulement envoyé les services d'hygiène. Il avait utilisé les informations sur Volkov que je lui avais données pour annuler le bail immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé Lilia. Ça veut dire que demain matin, les huissiers viendront ici pour saisir les biens, ai-je expliqué. L'équipement, les meubles, la vaisselle, tout sera vendu aux enchères pour couvrir les dettes envers la ville. À ce moment, le téléphone de Lilia a sonné. Un message de Mara. Elle l'a ouvert et a souri amèrement. Regarde. À l'écran, il y avait une photo. Mara avec un verre de whisky, affalée dans un fauteuil. Légende, j'ai entendu la nouvelle. La ville reprend ta décharge pour dette. Félicitations, tu es maintenant officiellement une clocharde. Moi, je m'en lave les mains. Bonne chance avec les huissiers, ma chère. Il était heureux. Il pensait s'être débarrassé d'un fardeau. Il pensait que la perte des locaux de Loi d'Or était le problème de Lilia, pas le sien. Il était sûr que son nouveau projet, le signe de platine, enregistré au nom d'une nouvelle société, était en sécurité. Idiot, ai-je dit doucement. Quel idiot narcissique. Maman, et si Volkov apprend que Loi est fermée, a demandé Lilia. Il viendra me réclamer l'argent. Dès demain. Il ne viendra pas, ai-je répondu. Parce que demain matin, ce ne sera pas nous qui rembourserons la dette à Volkov. Nous allons la racheter. Le lendemain matin, j'étais assise dans le bureau d'un notaire. Valentin avait envoyé son homme, un avocat nommé Sergueï, un homme discret à lunettes qui parlait peu et faisait tout rapidement. Sur la table se trouvait un contrat de cession de créances. En face était assis le représentant de Volkov, une brute en veste de cuir qui se sentait manifestement mal à l'aise dans le bureau stérile. L'argent a été transféré, a dit Sergueï en regardant son ordinateur portable. Confirmez-vous la réception? La brute a regardé son téléphone, a grogné et a hoché la tête. Je confirme. Les 5 millions sont arrivés.
Les documents sont à vous. Il a jeté un dossier sur la table contenant l'original du contrat de prêt et le billet à ordre. Passez le bonjour à Mara Rustamovitch, a-t-il ricané. Dites-lui que Volkov n'oublie pas les dettes, mais il les vend cher. Quand il est parti, j'ai pris le dossier entre mes mains. Il était lourd, comme rempli de plomb. Il contenait le destin de ma fille et le destin de Mara. J'ai ouvert le contrat et j'ai trouvé la clause dont j'avais parlé à mon frère. Article 7.4. Garantie des obligations. En cas de retard de paiement ou de menace d'insolvabilité de l'emprunteur, le créancier a le droit de se retourner contre tout autre actif de l'emprunteur, y compris les parts dans le capital social d'autres personnes morales, les biens meubles et immeubles, quelle que soit la date de leur acquisition. L'avocat Sergueï a ajusté ses lunettes. Natalia Borisovna, comprenez-vous ce que cela signifie? À partir de la signature de ce contrat de cession, vous devenez l'unique créancière de M. Sa fin. Comme il a déjà manqué le premier paiement prévu. J'ai le droit d'exiger le remboursement intégral de la somme immédiatement, ai-je terminé pour lui? Exactement. Et comme il n'a pas d'argent? Je prends sa part dans le signe de platine, ai-je dit. Techniquement, a précisé Sergueï, nous demandons des mesures conservatoires. Le tribunal met sous séquestre sa part dans la nouvelle SARL. Et comme la valeur de sa part est à peu près égale au montant de la dette avec les intérêts et les pénalités, vous prenez simplement l'entreprise en règlement de la dette. Faites-le, ai-je dit. Tout de suite. Le juge est de notre côté, a acquiescé Sergueï. L'ordonnance sera prête pour le déjeuner. Je suis sorti du bureau du notaire. Le soleil brillait, mais l'air était glacial. J'ai appelé Lilia. Prépare-toi, ma fille. Mais la plus belle robe que tu aies. Non, pas celle à pois. La noire, stricte, que je t'ai offerte pour tes 30 ans. Et les talons. Où allons-nous? A-t-elle demandé. Sa voix était claire, pleine d'adrénaline. Nous allons à l'inauguration, ai-je répondu. On dit qu'il y a une grande fête au signe de platine ce soir. Ce serait impoli de ne pas féliciter le propriétaire. Maman, j'ai peur, a-t-elle avoué. La peur est une bonne chose, ai-je dit. La peur nous rend prudentes. Mais ce soir, c'est lui qui doit avoir peur. Je suis passé la prendre 1 heure plus tard. Lilia était magnifique. La robe noire stricte lui allait parfaitement, soulignant une maigreur qui semblait maintenant non pas maladive, mais aristocratique. Elle avait relevé ses cheveux en un chignon serré et mis un rouge à lèvres écarlate. C'était une peinture de guerre. Tu es prête? Ai-je demandé. Oui. Nous sommes montés dans un taxi. La voiture a démarré. Je regardais la ville défiler par la fenêtre. Je me souvenais comment, 40 ans plus tôt, je me rendais de la même manière à mon premier concours de cuisine. J'avais peur alors, les genoux tremblants, mais j'avais gagné. Aujourd'hui, je n'allais pas cuisiner. Aujourd'hui, j'allais servir un plat qui se mange froid. Maman, a demandé doucement Lilia, et qu'arrivera-t-il à Taya? Taya, ai-je ricané. Taya est un oiseau migrateur. Elle vole là où il fait chaud et où il y a à manger. Dès qu'elle comprendra que la mangeoire est fermée, elle disparaîtra. Nous sommes arrivés au signe de platine. Des voitures de luxe étaient déjà garées devant l'entrée, la musique jouait, les fenêtres brillaient. À l'intérieur, c'était plein de monde, le gratin de la société venu voir le nouveau projet du restaurateur à la mode. Mara se tenait au bar, rayonnant, un verre à la main. Taya était accrochée à son épaule, riant à une de ses blagues. J'ai sorti le dossier de mon sac. L'ordonnance du tribunal de saisie des biens et de transfert de propriété était sur le dessus, encore chaude de l'imprimante. Allons-y, ai-je dit à Lilia. Nous sommes sortis de la voiture. Le garde à l'entrée a essayé de nous arrêter. Vos invitations? Je ne l'ai même pas regardé. Je suis passé devant lui comme s'il n'existait pas. Mon assurance était si palpable qu'il a été déconcerté et a reculé. Lilia me suivait, le bruit de ses talons claquant sur le sol. Nous avons poussé les lourdes portes en verre et sommes entrés dans la salle. La musique était forte, les gens riaient, les verres tintaient. Personne n'a fait attention à nous. Jusqu'à ce que nous traversions la salle, fendant la foule comme un brise-glace, droit vers le bar. Mara nous a vus le premier. Son sourire s'est figé, se transformant en une grimace de stupéfaction.
Vous. Il a posé son verre sur le comptoir si brusquement que le champagne a débordé. Qu'est-ce que vous faites ici? Sécurité, jetez-les dehors. La musique s'est tue. Les invités se sont retournés. Taya a cessé de rire et a retroussé le nez avec mépris. Mara, c'est ton ex, a-t-elle traîné? Pouah, quel manque de tact. Venir sans invitation. Vous vous trompez, ai-je dit à voix haute. Et ma voix a résonné dans la salle, couvrant les chuchotements des invités. Nous ne sommes pas des invités. Nous sommes les propriétaires. J'ai posé le dossier sur le bar, devant Mara. Quoi? Il a ri, mais son rire était nerveux. Tu délires, vieille folle. C'est mon restaurant. Le tien? Lis. J'ai pointé du doigt le document. La clause de garantie croisée. Tu n'as pas payé tes factures, Mara. Et maintenant, ta dette m'appartient. Et avec elle, tout ce que tu as. Il a saisi les papiers, a parcouru le texte des yeux. Son visage est devenu gris. Ses mains se sont mises à trembler. C'est un faux. A-t-il crié. Ce n'est pas possible. Volkov. Volkov n'a pas pu te vendre la dette. Volkov aime l'argent plus que toi, ai-je répondu. Et j'ai payé en espèces. Deux hommes en uniforme d'huissier de justice sont apparus à l'entrée. Ils se dirigeaient vers nous. Mara a regardé autour de lui, pris au piège. Taya, a-t-il crié en saisissant le bras de sa maîtresse. Dis-leur, c'est une erreur. C'est mon business. Taya a arraché son bras. Elle a regardé les documents, puis les huissiers, puis moi. La compréhension a brillé dans ses yeux. Ton business, a-t-elle répété froidement. Tu m'as dit que tu n'avais pas de dette. Tu m'as dit que tu avais tout réglé. J'ai tout réglé. C'est leur faute. Il nous a pointé du doigt, Lilia et moi. Tu es en faillite, Mara, ai-je dit. Et ce restaurant appartient maintenant à Lilia Panina. En règlement de ta dette. Taya a fait un pas en arrière. Tu m'as menti. A-t-elle sifflé. Tu es un mendiant. Elle s'est retournée et s'est dirigée vers la sortie. Sans même un regard en arrière. Mara est restée seule, entourée par les invités, les huissiers et nous. Il était acculé, et dans ses yeux, j'ai vu ce que je craignais le plus. La folie du rat qui n'a nulle part où fuir. Mara a grogné, tel un animal blessé, et s'est précipité vers le bar. Il a saisi une bouteille de whisky cher, lourde et massive, et l'a brandie. Vous n'aurez rien. A-t-il hurlé, postillonnant. C'est à moi. C'est moi qui l'ai construit. Il a frappé violemment la bouteille contre le comptoir en marbre. Le verre a volé en éclats. Le liquide sombre a inondé les nappes blanches des tables voisines. Les invités ont crié et se sont dispersés. Je vais tout brûler ici, hurlait-il, agitant le tesson du goulot de la bouteille sous le nez des huissiers qui tentaient de s'approcher. Personne ne l'aura. Vous entendez? Il était effrayant. Ses yeux sortaient de leurs orbites, sa cravate était de travers, son visage couvert de taches rouges. Il a donné un coup de pied dans une chaise, la renversant, puis a saisi un vase de fleurs et l'a jeté contre le miroir derrière le bar. Le miroir s'est fissuré et est tombé en morceaux avec un grand fracas. Mara, arrête, ai-je crié, faisant un pas en avant et protégeant Lilia. Tais-toi, a-t-il crié. Tout ça, c'est de ta faute. Tu lui as empoisonné l'esprit. Elle était normale avant que tu ne t'en mêles. Obéissante. Il a tourné son regard fou vers Lilia. Et toi? Il l'a pointé avec le verre brisé. Tu crois que tu peux gérer ça? Toi? Tu n'es rien. Un moins que rien. Sans moi, tu crèveras sous un pont. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai habillé, qui t'ai donné un nom. Lilia se tenait là, immobile. Elle ne se cachait pas derrière moi. Elle le regardait avec une sorte de curiosité étrange, presque scientifique, comme si elle voyait devant elle non pas son mari, mais un insecte déplaisant. Je faisais tout pour nous, a-t-il soudain changé de ton pour un ton plaintif, voyant que les menaces ne fonctionnaient pas, Lilechka, ma chérie, dis-leur. J'ai essayé. Je voulais qu'on soit riche. Oui, j'ai fait une erreur. Oui, j'ai pris un crédit, mais c'est le business. Le risque. Tu es ma femme,
tu dois me soutenir. On est une équipe. C'était pathétique. C'était répugnant. Une seconde plus tôt, il était prêt à nous tuer, et maintenant il essayait de jouer sur la pitié. Lilia est lentement sortie de derrière mon dos. Elle s'est approchée de lui, presque jusqu'à le toucher, ignorant l'éclat de verre dans sa main. Une équipe ? A-t-elle répété doucement. Le silence s'est fait dans la salle. Tout le monde attendait le dénouement. Oui, une famille, a hoché la tête Mara, sentant l'espoir renaître. On va tout arranger. On va virer cette vieille sorcière, on va vendre ce restaurant, on va rembourser les dettes et on recommencera à zéro. Ensemble. Je t'aime, Lilia. Lilia l'a regardé une seconde de plus, puis sa main s'est levée. Le son de la gifle a été si fort qu'on aurait dit qu'une corde avait lâché. La tête de Mara a basculé sur le côté. Une trace rouge a immédiatement commencé à apparaître sur sa joue. Je t'ai vu nourrir ton chien avec des steaks pendant que je mangeais du riz sorti de la poubelle, a-t-elle prononcé. Sa voix était calme, glaciale. Chaque mot tombait comme une pierre. Je t'ai vu acheter des manteaux de fourrure à cette pute pendant que je portais des collants reprisés. N'ose pas me parler de famille. Mara est restée figée, la bouche ouverte. Il ne s'attendait pas à ça. Il était habitué à ce que Lilia pleure, demande pardon, supplie. Mais devant lui se tenait une autre femme. Toi. A-t-il croassé, levant de nouveau le tesson. La colère est revenue en vague. Espèce de garce. Il a levé le bras. Les huissiers étaient trop loin. Je me suis élancé vers ma fille, mais je n'aurai pas le temps. Pose ce verre, mon fils, a retenti une voix calme et autoritaire. De la cuisine, ouvrant les portes, est sorti Lucas. Il n'était pas en frac, mais en veste de cuisinier d'un blanc immaculé. Je lui avais demandé de venir en avance pour évaluer l'état de la cuisine du cygne. Mara s'est figée, regardant le vieil homme. T'es qui, toi, a-t-il aboyé. Lucas a lentement essuyé ses mains avec un torchon. Derrière lui sont apparus deux solides sous-chefs de l'impériale, qu'il avait emmenés avec lui. Un vrai chef crée, a prononcé Lucas avec mépris, regardant le bar saccagé. Les rats, eux, ne font que gâcher la nourriture. Tu n'es pas un restaurateur, mon garçon, tu es un vandale. Dégage, a hurlé Mara en se jetant sur le vieil homme. C'était sa dernière erreur. L'un des huissiers, profitant du moment où Mara était distrait, lui a sauté dessus par derrière. Un coup de matraque derrière les genoux, et Mara s'est effondrée, lâchant le tesson. Le deuxième huissier lui a immédiatement tordu les bras dans le dos. Lâchez-moi. Vous n'avez pas le droit. Je vais porter plainte, criait-il, se tortillant par terre comme un ver. À ce moment, d'autres personnes sont entrées dans le restaurant. Ce n'étaient pas des invités, c'étaient des policiers. En tête marchait un enquêteur avec un dossier à la main. Je l'ai reconnu. C'était l'homme de Valentin. L'enquêteur s'est approché de Mara, qui était à terre, et s'est accroupi. Citoyen Safin, a-t-il demandé poliment. Oui, oui, arrêtez-les. Ils ont volé mon business. Ils m'ont attaqué, a hurlé Mara. Vous êtes en état d'arrestation. A prononcé calmement l'enquêteur. Pour suspicion de fraude à grande échelle, d'évasion fiscale et de falsification de documents. Mara s'est tue. Ses yeux s'agitaient. Quels impôts? Quelle falsification? C'est de la calomnie. Nous avons le témoignage de votre employé, la comptable, a dit l'enquêteur. Et des documents saisis au bureau de loi d'or. Double comptabilité, caisse noire, contrat fictif, ainsi que la plainte de la citoyenne Panina pour falsification de signature sur un contrat de crédit. L'expertise a déjà confirmé que la signature n'est pas la sienne. Mara s'est affaissé. Il a compris que c'était la fin. Pas seulement la faillite. La prison. Les huissiers l'ont relevé et l'ont traîné vers la sortie. Alors qu'il le passait devant nous, il a levé la tête et a regardé Lilia. Son regard ne contenait plus de colère, seulement de la peur et une supplication pathétique. Lilia, a-t-il chuchoté. Lilia, aide-moi. Lilia s'est détournée. Elle s'est approchée du bar, a pris une serviette et s'est essuyé les mains, comme si elle s'était salie avec quelque chose de dégoûtant. Emmenez-le, a-t-elle dit doucement. Quand les portes se sont refermées derrière les policiers, le silence est tombé dans la salle.
Les invités, témoins de ce drame, se taisaient. Je me suis approché de ma fille et j'ai posé une main sur son épaule. « Ça va ?» Elle a pris une profonde inspiration, puis a expiré. Ses épaules se sont redressées. « Je vais bien, maman. Pour la première fois depuis longtemps, je vais bien. » Elle a balayé la salle du regard. Le bar saccagé, les invités effrayés, les taches de whisky sur le sol. « Excusez-moi » a-t-elle dit à voix haute en s'adressant aux gens. « Je vous prie de m'excuser pour ce spectacle. Les problèmes techniques ont été résolus. » Elle a souri, un sourire faible mais sincère. « Malheureusement, la soirée est gâchée, et nous ne pouvons pas continuer la fête dans le même esprit. Mais la cuisine fonctionne, et si vous le permettez, nous offrirons à tous un dessert et du champagne, aux frais de la maison. En compensation du préjudice moral. » Les invités se sont regardés. Quelqu'un a souri timidement. Puis des applaudissements clairsemés ont retenti, se transformant rapidement en ovation. « Bravo » a crié quelqu'un. Lilia s'est tournée vers Lucas. « Chef, pouvez-vous organiser les desserts ? Nous avons des préparations. » Lucas a souri, et ses rides se sont lissées. « Pour vous, Madame Panina, bien sûr. » Les gars, au travail. La cuisine s'est animée. La vie continuait. Je regardais ma fille et je ne la reconnaissais pas. Où était passée cette petite souris effacée en tablier sale ? Devant moi se tenait une patronne. Une femme qui venait de traverser l'enfer et en était sortie le dos droit. Maman. Elle s'est approchée de moi et m'a serré fort, à me faire craquer les os. Merci. De rien, ma chérie. Je lui ai caressé la tête. Tu as tout fait toi-même. Je n'ai fait que te donner le couteau. Et maintenant, a-t-elle demandé, regardant la salle qui commençait à se remettre. J'ai un restaurant et des dettes. Et je ne sais pas comment gérer tout ça. Tu apprendras, ai-je dit. Tu as Lucas, tu as Anton. Tu m'as moi. Pour l'instant, pour l'instant. Elle s'est écartée et m'a regardé dans les yeux. Tu vas quelque part ? J'ai souri mystérieusement. Discutons en plus tard. Pour l'instant, vas-y. Tes invités attendent. Elle a hoché la tête, a ajusté sa robe et est allée dans la salle pour parler, s'excuser, charmer. Elle était née pour ça. Mara l'avait simplement forcée à l'oublier. Je me suis retiré dans l'ombre, près de la fenêtre. Dehors, les gyrophares bleus de la voiture de police clignotaient, emmenant mon gendre vers sa nouvelle vie. Une vie derrière les barreaux. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à Valentin. C'est fini. Il est pris. Merci. La réponse est arrivée instantanément. Heureux d'avoir pu aider, ma sœur. La dette est payée. Payée, ai-je tapé. J'ai rangé mon téléphone et j'ai regardé mon reflet dans la vitre sombre. Une femme fatiguée en manteau gris, mais avec le feu dans les yeux. J'avais fait ce que je devais faire. J'avais sauvé mon enfant. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Il restait un détail. La touche finale, que je devais faire pour moi-même. Mara essayait encore de se débattre alors qu'on le traînait vers la sortie. Il se tortillait, criait, mais la poigne des huissiers était de fer. Près des portes, il a soudainement eu un mouvement brusque, et quelque chose est tombé de la poche de sa veste. Une liasse de billets. Épaisse, maintenue par un élastique, elle est tombée sur le sol et s'est dispersée en un éventail de grosses coupures. Un policier s'est arrêté, a ramassé un billet et l'a regardé à la lumière. Intéressant, a-t-il dit. Citoyen Safin, d'où vient une telle somme en espèces ? Vous affirmiez ne pas avoir les fonds pour payer les salaires des employés de Loi d'Or. Mara est devenu encore plus blanc, si c'était possible. Ce sont des économies personnelles, a-t-il balbutié. Pour les jours difficiles. Ou la recette de la caisse que vous n'avez pas déclarée, a suggéré l'enquêteur en ramassant le reste de l'argent. Nous vérifierons cela. Il semble qu'à l'accusation de fraude s'ajoutera celle de détournement de fonds. Mara s'est complètement affaissée. On l'a emmenée. Les portes se sont refermées, coupant ses cris. Le silence est de nouveau tombé dans la salle, mais cette fois, il était différent, plus léger. L'air était devenu plus pur, comme si on avait sorti un sac de pourriture de la pièce. Je regardais les billets éparpillés sur le sol que l'enquêteur ramassait.
C'était l'argent volé à Lilia. L'argent avec lequel elle aurait pu vivre pendant qu'il la laissait mourir de faim. Lilia se tenait à côté de moi. Elle ne regardait pas l'argent. Elle regardait la porte derrière laquelle son mari avait disparu. Il ira en prison, a-t-elle demandé doucement. Pour longtemps, ai-je répondu. Valentin s'en chargera. Il y a un bouquet d'accusations, fraude, falsification de documents, évasion fiscale, faillite frauduleuse. Il en a pour 5 à 7 ans. Lilia a hoché la tête. Bien. Elle s'est tournée vers moi. Maman, et le restaurant? Celui-ci. Elle a balayé la salle du signe de platine de la main. Il est à moi maintenant. À toi, ai-je confirmé. Mais ce n'est pas un cadeau, Lilia. C'est du travail. Du travail dur et sale. Tu vas devoir nettoyer les écuries d'Ogia qu'il a laissées derrière lui. Les dettes, les fournisseurs, le personnel. Je m'en sortirai, m'a-t-elle interrompu. Il n'y avait aucun doute dans sa voix. Je connais ce métier de l'intérieur. J'ai vu comment il a tout détruit. Je sais ce qu'il ne faut pas faire. Et ce qu'il faut faire, je l'apprendrai. Lucas s'est approché de nous. Il tenait un plateau avec des coupes de champagne. À la nouvelle patronne, a-t-il proposé avec un sourire. Lilia a pris une coupe. Sa main ne tremblait pas, à la liberté, a-t-elle dit, et elle a bu une gorgée. La soirée s'est terminée tard. Les invités, rassurés par le champagne et les desserts de Lucas, sont partis en discutant du scandale qui deviendrait le principal sujet de conversation de la ville pour le mois à venir. C'était la meilleure publicité que l'on pouvait imaginer. Tout le monde voudrait venir à l'endroit où une femme a repris l'entreprise à son mari tyran. Nous sommes restés à 3, moi, Lilia et Lucas. Le personnel nettoyait les éclats de verre et lavait le sol. Natalia Borisovna. Lucas s'est approché de moi, s'essuyant les mains avec un torchon. J'ai regardé la cuisine. L'équipement est excellent, mais le menu? Le menu ne vaut rien. Que du tapas à accent grave-l'œil et aucune âme. C'est maintenant le souci de Lilia, ai-je dit, en faisant un signe de tête vers ma fille, qui était assise à l'une des tables restantes et examinait les documents laissés par l'enquêteur. Et vous, a demandé Lucas, plissant les yeux malicieusement. Vous ne restez pas pour aider. J'ai secoué la tête. Non, Lucas, mon temps en cuisine est révolu. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai déblayé le terrain. Maintenant, c'est à elle de construire. Je me suis approché de Lilia. Elle a levé la tête de ses papiers. Maman, c'est un tel désordre dans les comptes, a-t-elle commencé, mais j'ai posé ma main sur la feuille. Tu t'en sortiras. Je crois en toi. Tu pars, a-t-elle demandé. Je suis fatiguée, Lilia. Je dois rentrer à la maison. Elle s'est levée et m'a serré dans ses bras. Merci, maman, pour tout. Je te rembourserai l'argent. Celui que tu as dépensé pour racheter la dette. Tu me rembourseras, ai-je acquiescé. Quand tu en auras gagné. Pour l'instant, sois simplement heureuse. Et jamais, tu entends, ne laisse plus jamais personne s'essuyer les pieds sur toi. Jamais, a-t-elle promis. Je suis sorti du restaurant. La nuit était froide, étoilée. La ville dormait, ignorant les passions qui s'étaient déchaînées entre ses murs. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un autre numéro. Pas celui de Valentin. Allô, a répondu une voix d'homme avec un léger accent. C'est Natalia, ai-je dit. Votre proposition est-elle toujours valable? Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, puis un rire joyeux a retenti. Natalia, ma chère, vous vous êtes enfin décidée? Oui, Marco, je me suis décidé. Quand puis-je vous attendre? Bientôt. Je dois juste faire mes valises. La Toscane vous attend, Natalia. Mon hôtel vous attend. Votre cuisine vous attend. J'ai souri. Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai souri, non par politesse, non par sarcasme, mais vraiment, du fond du cœur. J'arrive, Marco. J'ai raccroché. Je n'avais pas dit toute la vérité à Lilia. Je ne rentrais pas simplement à la maison pour dormir. Je quittais cette vie. La vie d'une retraitée qui vit pour ses enfants et ses petits-enfants. La vie où mes limites étaient les bortsch dans une petite cuisine et les séries télévisées le soir. Ce soir-là, à l'Impérial,
lorsque je suis sorti, me repoudrer le nez, je n'ai pas seulement rencontré Valentin. Dans le hall, j'ai croisé Marco, un Italien, propriétaire d'un petit hôtel de charme en Toscane. Nous nous étions connus 40 ans plus tôt, lorsqu'il était venu en Union soviétique pour un échange d'expériences, et que j'étais une jeune sous-chef. Il m'avait alors demandé de l'accompagner. J'avais refusé pour ma famille, pour mon frère, pour ma mère. Mais ce soir-là, il m'a reconnu, et il m'a de nouveau invité. Natalia, j'ai tout, des vignobles, des oliveraies, des clients. Mais je n'ai pas de chef qui comprend l'âme des produits comme toi. Viens, juste pour cuisiner, juste pour vivre. J'avais alors dit que j'y réfléchirais. Mais je connaissais déjà la réponse. J'ai regardé les fenêtres du cygne de platine. La lumière était allumée. Lilia commençait une nouvelle vie. Et moi aussi. J'ai marché dans la rue nocturne. Mes pas résonnaient, fermes et assurés. Dans ma poche se trouvait un billet aller simple. Un billet pour l'Italie. Un billet pour mon rêve, que j'avais mis de côté pendant la moitié de ma vie, mais que j'avais enfin décidé de récupérer. 6 mois ont passé. J'étais assise à une table dans un coin, essayant d'être discrète, bien que ce ne soit pas simple. Le restaurant bourdonnait comme une ruche. Mais ce n'était pas le bourdonnement chaotique et sale de l'oie d'or. C'était le son du succès, le tintement des verres, des rires étouffés, le bruit des couverts sur la porcelaine de luxe. L'enseigne au-dessus de l'entrée avait changé. Maintenant, en lettres d'or sur fond noir, on pouvait lire « La matriarche ». Un nom que Lilia avait choisi elle-même, sans mon conseil. Je regardais ma fille. Elle se tenait au centre de la salle, donnant des ordres au serveur. Elle portait un tailleur pantalon strict de couleur sable. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon élégant. Elle riait en saluant les habitués. Et dans ce rire, il n'y avait aucune note de peur. Elle avait maigri, mais c'était la minceur saine d'une femme qui travaille beaucoup et aime ce qu'elle fait. Votre thé, madame. Un serveur est apparu devant moi, un jeune homme à la posture impeccable. Merci, ai-je acquiescé. En face de moi, une chaise a été tirée. Valentin s'est assis en soupirant lourdement. Lui aussi avait changé en 6 mois. Il avait encore plus de cheveux gris, mais il avait l'air plus calme. Apparemment, l'absence de la peur constante d'être démasqué lui avait fait du bien. Alors, comment va-t-elle, a-t-il demandé en faisant un signe de tête vers Lilia. Elle s'en sort. Ai-je répondu en buvant une gorgée de thé. Le menu a été entièrement renouvelé. Lucas a aidé à mettre en place la cuisine, mais les idées sont d'elle. Tu vois ce plat sur la table voisine? Magret de canard aux figues. C'est sa recette. Elle s'est souvenue que je le préparais quand elle était enfant et l'a modernisé. Valentin a grogné. Je n'aurais jamais cru. Je l'ai toujours considérée comme douce. Elle est douce, Valia, comme l'eau. Et l'eau, comme on le sait, use la pierre. Mon frère est resté silencieux, examinant la nappe. Mara a pris 6 ans, a-t-il dit doucement. Régime général. L'avocat a fait appel, mais tu comprends, avec les preuves que nous avons rassemblées, il n'avait aucune chance. Bien, ai-je simplement dit. Qu'il reste en prison. Ça lui fera du bien de réfléchir à sa vie. Et Taya, a-t-il demandé. Taya est partie à Moscou une semaine après le procès. Elle s'est trouvée un vieux Richard. Celle-là ne coule jamais. Valentin m'a regardé attentivement. La dette est payée, Natacha. J'ai posé ma tasse sur la soucoupe. Le tintement de la porcelaine a sonné comme un point final. Payé, Valia, entièrement. Tu m'as aidé à sauver ma fille. J'ai oublié 1985. Nous sommes quittes. J'ai sorti un trousseau de clés de mon sac, je l'ai posé sur la table et je l'ai poussé vers mon frère. Qu'est-ce que c'est? Il a froncé les sourcils. Les clés de mon appartement. Valentin s'est figé. Ses yeux se sont écarquillés. Pourquoi tu déménages chez Lilia? Non. Je me suis penché et j'ai ramassé une petite valise qui se trouvait à mes pieds. Donne-les à Lilia, si elle a besoin d'un logement, ou vends-le et donne-lui l'argent. Je n'en ai plus besoin. Natacha, de quoi parles-tu? La voix de mon frère a tremblé. Où vas-tu? J'ai souri. En Toscane, Valia. Il m'a regardé comme si j'étais folle.
En Toscane? En Italie? Mais tu as 64 ans. Où vas-tu aller? De quoi vas-tu vivre? Je vais travailler, ai-je répondu calmement. Marco m'attend. Je serai chef dans son hôtel. Je ferai des pâtes, je boirai du vin et je regarderai les couchers de soleil sur les vignobles. Je vais vivre, Valia, la vie que j'ai mise en pause il y a 40 ans pour te sortir de prison. Valentin se taisait. Il me regardait comme s'il me voyait pour la première fois. Dans ses yeux, il n'y avait pas seulement de la surprise, mais aussi de l'envie. L'envie d'un homme qui a passé toute sa vie à construire sa carrière, à accumuler du pouvoir, mais qui n'est jamais devenu libre. Tu es sérieuse, a-t-il chuchoté. Absolument. L'avion est dans 3 heures. Lilia s'est approchée de notre table. Elle a vu la valise, elle a vu les clés sur la table. Le sourire a disparu de son visage. Maman. Elle m'a regardé, puis Valentin. Que se passe-t-il? Je me suis levé, j'ai enfilé mon manteau. Je pars, Lilia. Où? À la Dacha? En Italie. Pour de bon. Elle s'est figée. La panique a brillé dans ses yeux, cette même panique enfantine de quand sa mère part au travail. Mais comment, et moi, et le restaurant? Maman, je ne m'en sortirai pas sans toi. Je lui ai pris les mains. Ses paumes étaient chaudes et fortes. Tu t'en es déjà sorti, ai-je dit fermement. Regarde autour de toi. Tout ça, c'est toi. Tu n'as pas besoin d'une nounou. Tu n'as pas besoin de moi pour te tenir la main. Tu es la patronne de la matriarche, et je suis juste une mère qui veut vivre un peu pour elle-même. Des larmes ont brillé dans ses yeux, mais elle n'a pas pleuré. Elle a compris. Tu reviendras? A-t-elle demandé doucement. Je t'enverrai des recettes, ai-je souri. Et j'attendrai ta visite. Viens quand tu seras fatigué du succès. Je te préparerai un vrai risotto. Je l'ai embrassé sur le front, j'ai serré la main de mon frère stupéfait et j'ai pris ma valise. Adieu. Je me suis dirigé vers la sortie sans me retourner. J'entendais derrière moi le bruit du restaurant, le tintement de la vaisselle, les voix des gens. C'était la musique de la vie qui continuait, mais maintenant, j'y jouais ma propre mélodie. Les portes se sont ouvertes devant moi, laissant entrer l'air frais de l'automne. J'ai pris une profonde inspiration. Ça sentait la pluie et les feuilles mortes, mais j'imaginais déjà l'odeur du basilic et de la pierre chauffée par le soleil. Je suis libre. Mes amis, voici la fin de l'histoire de Natalia Panina. Une femme forte, n'est-ce pas? Non seulement elle a sauvé sa fille des griffes d'un tyran, mais elle a aussi trouvé le courage, à 64 ans, de commencer une nouvelle vie. Et vous, pensez-vous qu'elle a eu raison de partir? N'a-t-elle pas abandonné sa fille au moment le plus crucial, alors qu'elle avait encore besoin de soutien? Ou Lilia devait-elle vraiment parcourir ce chemin seule pour devenir définitivement adulte? Après tout, l'hyperprotection est parfois aussi néfaste que l'indifférence. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de la décision de Natalia et comment vous auriez agi à sa place. Auriez-vous pardonné à votre frère d'avoir profité de son sacrifice pendant tant d'années? Si vous avez aimé cette histoire, s'il vous plaît, mettez un j'aime. Cela aide beaucoup notre chaîne à grandir et à créer de nouveaux récits pour vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Nous avons encore beaucoup d'histoires de destin, de trahison et d'amour en réserve. Nous vous souhaitons le meilleur. À la fin de cette vidéo, une fenêtre apparaîtra au centre de l'écran.